commencer. On peut donc démarrer. Donc, je vais commencer par vous remercier de participer à ce webinaire et vous présenter les différents intervenants. Donc, je vous présente Harry qui se présentera plus tard, qui est notre Head of Industry Solution et qui était auparavant chez Jaguar Land Rover et du coup qui va pouvoir nous parler de ce projet qu'il a réalisé chez Jaguar Land Rover. Il était également chez Barclays. Iker Ibanez, qui est notre responsable commercial spécialisé dans l'industrie, et moi-même qui suis le Regional Manager de Graphe pour l'Europe du Sud. Donc, un petit peu de logistique. Vous avez en bas de votre écran un bouton Q&A. Vous êtes votre micro est coupé par défaut, et donc si vous voulez poser une question, vous posez la question dans la section Q&A, et du coup, à la fin de l'événement, on a gardé 10 minutes pour les questions et les réponses. Et donc, du coup, je lirai vos questions et les poserai à la personne la plus adaptée pour répondre. Et ensuite, donc, ce webinaire sera visible en replay sur notre site. Donc, ce dont on a prévu de parler aujourd'hui, c'est une petite introduction sur le graphe. Ensuite, aller plus en détail sur la notion de jumeaux numériques, de digital twin appliqué à la supply chain. Et enfin, on parlera d'un cas d'usage du graphe sur la supply chain chez Jaguar Land Rover. Et on terminera, comme je l'ai dit, par les questions et les réponses. Et donc, en introduction, la dernière fois on a fait un webinaire et je suis tout de suite rentré dans le vif du sujet et je me suis aperçu que pour certaines personnes, en fait, Graphe ne voulait pas forcément dire la même chose que ce que nous, on pense. Et du coup, en gros, c'est vrai que dans la majorité des cas, les utilisateurs ont l'habitude de parler de Graphe quand il s'agit d'objets dans leurs outils BI préférés comme Tableau ou Click. Et du coup, ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit aujourd'hui. Ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est d'une technologie que Gartner qualifie de révolutionnaire et qui va vous permettre de faire des choses, de réaliser des projets qui jusqu'à présent étaient complexes et grâce à des particularités technologiques. Et c'est cet avantage technologique qu'on met en avant pour construire des solutions pour nos clients. Et en fait, donc, qu'est-ce que le graphe? Je travaille dans le domaine de la donnée depuis une trentaine d'années et il y a 30 ans déjà, on manipulait des données et on l'a manipulé sous une forme tabulaire qu'on appelle base de données relationnelle. Et c'était déjà une amélioration importante par rapport à ce qu'il y avait précédemment. Ensuite, sont arrivées une autre série de bases de données dites NoSQL qui n'apportaient absolument rien en matière de fonctionnalité intrinsèque de la base de données. C'est une famille de bases de données qui répond juste à une problématique technologique de limitation des performances des bases de données relationnelles. Excuse-moi, oui. Christian, on a un problème de son, apparemment. Pourquoi J'ai quelqu'un dans le chat qui apparemment signifie qu'il n'y a pas de son. Est-ce que vous pourriez peut-être confirmer? Vous m'entendez ou... Emmanuel, vous avez posé la question, vous m'entendez? Si vous pouvez répondre dans le chat. Mais vous, les autres panélistes, vous m'entendez? Oui. Oui. D'accord. Ouais. Donc,
Oui, alors Emmanuel, il semblerait que les autres Oui, les autres, oui. Oui, pardon. participants vous entendent. Alors, ça serait plutôt de votre côté? Ah oui, s'il ne m'entend pas, du coup, oui, il faut que je lui réponde par écrit. Est-ce que quelqu'un peut lui répondre, du coup, Emmanuel? Ah, il s'est déconnecté, là. Ah, d'accord. Bon, bah alors, du coup, on continue. Ah non, attends, ouais. Ah non, peut-être pas. Participe. Non, il est toujours connecté. Donc, tu peux lui écrire. Et qui est en train de lui écrire. Ouais. Du coup, je continue. Donc, après les bases données et parallèlement aux bases de données relationnelles, sont arrivées les bases de données SQL qui n'apportaient pas grand-chose fonctionnellement à la base de données, si ce n'est que pour des raisons technologiques, elles permettaient de répondre à des problématiques de performance que les bases de données relationnelles n'avaient pas. Et enfin, donc, les bases de données Graphe sont arrivées et apportent une nouveauté qui est le fait de pouvoir modéliser des processus métiers, le fait de pouvoir stocker physiquement les relations entre les informations. Et du coup, cela ouvre des perspectives intéressantes dans beaucoup de domaines que l'on va voir juste après. Donc, vous utilisez tous le graphe à travers notamment des produits d'usage quotidien que sont LinkedIn ou Facebook. Lorsque vous allez sur LinkedIn et que vous souhaitez vous connecter avec quelqu'un, vous savez tout de suite, LinkedIn vous indique quel est votre degré de séparation avec cette personne et quelles sont éventuellement les personnes qui vous permettraient de rentrer en relation avec la personne que vous ciblez. Et ça, c'est typiquement un usage du graphe, mais vous trouvez aussi l'usage du graphe dans d'autres domaines comme les navigateurs comme Waze ou dans tous les systèmes de recommandation modernes comme Netflix ou Prime Video. Donc, le graphe est partout et parce qu'il a la faculté de relier les informations qui existent les unes aux autres sans avoir à effectuer de recherche particulière ou de recherche complexe. Et naturellement, les informations liées sont exposées aux utilisateurs et c'est ça qui rend les bases de données graphes aussi intéressantes. Et donc, ce que les analystes trouvent d'innovant dans le graphe, c'est justement la faculté de connecter des datas, donc les liens entre les données et d'avoir ces liens à portée de main plutôt que d'être dépendant d'une requête qu'un développeur ou qu'un outil mettrait en œuvre pour pouvoir relier les données. C'est ça qui est la grosse innovation du graphe, c'est que les liens entre les informations sont disponibles immédiatement, sans effort aucun, sans développement aucun. Et donc, si on applique cette connexion entre les données dans la vie quotidienne, on s'aperçoit que cet usage permet d'avoir un contexte complet, une vue globale d'un processus métier, que ce soit pour identifier un client à travers les différents canaux dans le cadre du multicanal, que ça soit dans la construction d'un véhicule. Un véhicule est composé d'environ 30 000 composants. Et donc, si on veut avoir une idée de comment la fabrication du véhicule se comporte, mais il faut avoir cette carte d'identité, ce jumeau numérique du véhicule, et c'est ça qui nous permet de mieux comprendre. Donc, hop, le slide suivant. Une des grosses particularités de Graphe, c'est ce qu'on appelle le modèle. Le modèle, c'est
le réplica numérique de votre processus métier et qu'on va construire à l'intérieur de la solution et qu'on va ensuite alimenter par les données qu'on va collecter, soit de manière naturelle, à travers des processus de data pipeline que vous avez déjà chez vous, soit en temps réel, pour s'assurer que le jumeau numérique reflète bien l'activité de l'entreprise, le business process au moment T où on s'intéresse au business process. Et donc, notre métier chez Tiger Graph, c'est de construire une nouvelle génération d'applications analytiques en utilisant et en exploitant les fonctionnalités de cette base de données innovante qui est la base de données Graphe et des algorithmes natifs qui sont intégrés à cette base de données. On a une cinquantaine d'algorithmes natifs de Graphe comme l'algorithme de similarité qui permet de faire les moteurs de recommandation dont je parlais tout à l'heure. Mais on va construire aussi des applications avec des interfaces utilisateurs métiers, comme on voit ici sur la droite, qui vont permettre d'exploiter au mieux toutes les informations qui sont stockées dans le graphe et qui n'existent que dans le graphe. Et c'est ça la particularité du graphe, c'est-à-dire que dans le graphe, vous avez des informations que vous ne trouvez pas naturellement dans les autres systèmes de stockage de données, et ce qui rend les projets beaucoup plus rapides et beaucoup plus simple à mettre en œuvre pour réaliser des choses qui peuvent être complexes, comme on peut utiliser le graphe pour faire du deep learning. Vous avez toute une série d'algorithmes qui s'appellent les graph neural networks, qui sont très à la mode en ce moment pour faire tout un tas de modèles prédictifs, que ce soit dans l'industrie, que ce soit pour faire du forecasting ou pour la détection de fraude. Et ces modèles de deep learning sont basés sur les informations que l'on trouve dans le graphe. Et c'est ça qui rend le graphe aussi populaire en ce moment. Donc, je vais passer la parole à Iker qui va vous présenter la suite. Oui, donc j'espère, Emmanuel, que vous nous entendez, puisque visiblement les autres participants nous entendent. Je vais commencer par une rapide présentation de qui on est, de qui est Tiger Graph. On est un éditeur logiciel américain fondé en 2012. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que la solution est restée en développement pendant 5 ans pour s'assurer qu'on avait la maturité nécessaire pour adresser les problématiques liées au graphe, au marché. Et Tiger Graph a été fondé par un ancien ingénieur de Twitter, donc qui a eu depuis longtemps la connaissance et l'intuition des apports du graphe pour tout type d'entreprise. Et sa vision, c'est d'apporter cette valeur ajoutée qu'ont exploité, comme le disait Christian tout à l'heure, des entreprises comme Google, comme Facebook, comme LinkedIn, apporter cette valeur ajoutée des données connectées à tout type d'entreprise, dans tout type de contexte. Donc, on propose une plateforme d'analytique avancée et de machine learning sur les données connectées. Ce qui fait une de nos différences, c'est qu'on est aujourd'hui la seule base de données graphe suffisamment scalable pour adresser des problématiques avec des très importants volumes de données et donc à l'échelle de l'entreprise. Jusqu'à présent, les bases de données graphes sont restées souvent à un niveau confidentiel, à des projets de R&D. Aujourd'hui, grâce à Tiger Graph, on peut adresser des volumes de données au niveau de l'entreprise, notamment dans le domaine de la supply chain qui génère énormément de volumes de données. Comme le disait Christian, grâce au graphe, on va pouvoir s'intégrer dans des projets d'intelligence artificielle, dans des projets de machine learning, où les apports des graphes neural network vont apporter un contexte supplémentaire aux données et des observations supplémentaires. Et Tiger Graph est disponible sur l'ensemble des grandes plateformes cloud du marché, est également disponible on-premise et également au travers de Tiger Graph Cloud, qui est notre offre de service manager. Si on parle de nos clients, on retrouve tout type de secteur d'activité et les cas d'usage autour de Tiger Graph sont à chaque fois autour
de la relation entre les données. Comme vous l'avez compris, on traite entre la relation entre les objets et non la relation entre les tables. Donc que ce soit dans le domaine de la finance, notamment pour la gestion, la lutte contre la fraude, que ce soit dans le domaine de la relation client, pour créer une entité, par exemple, unique de ses clients ou de ses consommateurs, dans le secteur des télécoms, où il y a une notion de réseau et de gestion du réseau qui est très importante, ou dans un contexte de supply chain et de manufacturing, avec des acteurs comme Jaguar, avec des acteurs comme Ford, avec un autre grand constructeur automobile allemand, qui utilise Tiger Graph pour mettre en valeur la relation entre les données et mettre en œuvre des analyses qui, autrefois, étaient possibles à mettre en œuvre avec des bases de données relationnelles. Donc, si on fait un focus maintenant plus spécifique sur le domaine de la supply chain, si vous regardez le graphique sur la gauche qui désigne dans la supply chain à la fois les éléments qui sont pénuriques pour produire tel ou tel produit et les produits qui sont contraints par ces pénuries. Donc on voit bien entendu depuis ces 2 dernières années, notamment à cause de l'épidémie, que à la fois les éléments en pénurie et les productions qui sont contraintes par ces pénuries ont explosé. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que ce graphique s'arrête avant les événements récents en Ukraine. Donc, pour les professionnels de la supply chain, on peut dire que les événements vont continuer à être compliqués à gérer, compliqués à appréhender, et avoir cette visibilité sur la supply chain va être de plus en plus déterminant. Donc, les constats que l'on fait, et lorsqu'on discute avec les acteurs de la supply chain, un des défis qu'ils rencontrent, c'est justement cette difficulté d'avoir une visibilité sur la supply chain, de savoir ce qui se passe, de savoir qu'est-ce qui peut se passer sur la supply chain si j'ai besoin à un moment de produire plus ou si j'ai besoin de déplacer plus de choses à travers le monde. Un autre constat, c'est la difficulté pour prendre des décisions rapides. Les données sont partout, sur énormément de systèmes, et il y a une très forte difficulté à réconcilier ces données pour être capable d'avoir les observations et l'analyse suffisante pour prendre des décisions rapides. Et un autre aspect, c'est anticiper les risques, avoir une démarche proactive. C'est un petit peu lié au point précédent. Souvent, on va être dans une approche de réaction. On va peut-être surstocker, peut-être surproduire, peut-être parfois manquer des opportunités de chiffre d'affaires parce qu'on n'a pas suffisamment produit. Donc ça, c'est un autre point, un autre constat que font aujourd'hui les acteurs de supply chain, cette difficulté à anticiper les risques. Et donc, les défis, là aussi, lorsqu'on discute avec nos clients, ils nous parlent de très larges volumes de données qui sont souvent en silo. Alors, tous les acteurs de supply chain ont une multitude de RP, de systèmes. Ils utilisent des outils de reporting, ils utilisent Tableau, ils utilisent Power BI. Et puis, au milieu de tout ça, il y a beaucoup de fichiers Excel. Et on voit que cette hétérogénéité des sources de données, qui génère souvent beaucoup d'opérations manuelles, va être une difficulté pour avoir cette vue globale connectée de l'ensemble de la supply chain et pouvoir prendre des décisions plus pertinentes, plus rapidement. Un autre aspect sur les défis auxquels sont confrontés les acteurs de la supply chain, c'est de trouver des alternatives, de pouvoir mettre en place ces what-if scénarios qui, compte tenu de ces données en silo, sont extrêmement difficiles à simuler. Et donc là, pouvoir répondre à des questions sur quelles sont mes alternatives face à telle ou telle pénurie, face à tel ou tel événement. Est-ce que mes produits seront disponibles à temps pour que je puisse fabriquer tel ou tel produit? Donc là aussi, c'est un point que le Graphe va pouvoir résoudre de façon très facile, très élégante, très performante en connectant naturellement ces ensembles de données. Et puis un autre défi auquel sont confrontés les acteurs de la supply chain, c'est comprendre les dépendances entre ces éléments. Par exemple, quelles commandes vont être affectées par tel ou tel incident? Est-ce que j'ai une activité de production qui va être en risque si cette pénurie continue? Donc là aussi, la capacité de Tiger Graph et la capacité du Graphe à connecter naturellement ces données va permettre de relever ces défis et de mener ces simulations qui autrefois, de par cette hétérogénéité des sources et de par la complexité et la difficulté à maintenir ces requêtes, vont être très très difficiles à analyser.
Donc, on arrive au concept de jumeaux digital pour la digital twin et pour la supply chain. Et là, vous avez une représentation d'une supply chain qui est un exemple avec différentes typologies de données qui sont souvent réparties sur une multitude de systèmes. Vous avez les données liées au produit qui est fabriqué avec un certain nombre de composants. Ces composants vont être localisés dans certaines usines, vont venir d'un certain nombre de fournisseurs. Donc, grâce au graphe, on va pouvoir dépasser les systèmes traditionnels, les systèmes basés sur des bases de données relationnelles avec des jointures complexes et connecter facilement, naturellement ces données. Et puis, on va pouvoir intégrer facilement aussi d'autres sources de données, des données de marché, par exemple, des données financières sous tel ou tel fournisseur qui va nous donner des informations sur sa situation, des données liées aux ventes, des données prévisionnelles de vente. Et on a donc cette vue holistique, globale, connectée de la supply chain. Et ça va permettre d'adresser un certain nombre de sujets, notamment la gestion du risque fournisseur. Traverser le graphe de façon facile, et ça c'est également l'architecture massivement parallèle, très graphe qui le permet, va permettre de mettre en place simplement un certain nombre d'algorithmes qui vont permettre de détecter finalement est-ce que j'ai une dépendance très forte par rapport à tel fournisseur sur un type de pièce qui peut être stratégique pour produire tel produit. Donc ça c'est quelque chose qui autrefois était très difficile à mettre en place et qui, grâce au graphe, va être beaucoup plus simple à implémenter. Un autre aspect qui va permettre d'adresser le jumeau numérique ou le jumeau digital, ça va être une optimisation des coûts. Là aussi, on a un cas d'usage auprès d'un de nos clients dans l'industrie agroalimentaire qui source des milliers de produits auprès de centaines de fournisseurs et un type de produit va être acheté au même fournisseur dans différents pays. Et donc, grâce au graphe, il va pouvoir voir effectivement qu'il y a des différences en termes de prix entre les pays. Il peut y avoir des différences en termes de qualité et il va pouvoir, de cette façon, avoir une approche d'optimisation au niveau de ses coûts. Un autre aspect qu'on va pouvoir adresser, c'est tout le côté d'empreinte écologique, en intégrant également facilement des données au niveau de la consommation de CO2. Et là aussi, pouvoir voir, grâce aux algorithmes du graphe, quelles peuvent être les routes les plus intéressantes pour réduire au maximum la consommation de CO2, notamment dans la supply chain. Un autre aspect, c'est tout l'aspect d'adaptation en temps réel à des événements. Et ça, c'est l'architecture massivement parallèle du graphe, cette capacité à mettre en place ces scénarios, ces what-if scénarios, et être capable de voir comment on peut s'adapter à un événement particulier. Et puis un dernier point que j'aborderai, et qui là aussi est naturellement adapté à cette vision connectée, à cette vision de graphe, c'est la possibilité d'avoir une traçabilité de bout en bout, un full track and trace, et être capable de voir précisément sur l'ensemble du graphe, depuis les pièces jusqu'au produit fini, où il y a eu potentiellement un problème de qualité et être capable de détecter quelle est la source de ce problème de qualité. Donc maintenant, on va passer à un cas d'usage autour de Jaguar Land Rover. Harry, I'll let you go on with the use case. And I apologize for doing this in English. I think a chunk of my French came back listening to Christian and Ika just now, but I'm not yet in the position to be able to do it in your language, for which I apologize. Just wanted to start by reminding you about the difference between a relational database and a graph database. And the reason for that is that you'll see lots of pictures like the picture on the right from what I'm going to show you. And it's this idea of nodes and edges where the data is stored partly in these circles, but also partly in the relationships between those circles, the edges. And just bear that in mind when I show you the pictures. Not all the pictures I show you will have kind of full information on them because I've tried to keep them simple enough to get across the message. But let's see how we get on. Just to introduce myself, I recently joined Tiger Graph, having been a data and analytics and machine learning practitioner in a Jaguar Land Rover, where we had all sorts of problems to do with supply chains you can imagine in automotive right now, starting with the slowdown in China and the effect of that on our business, but also obviously COVID, obviously semiconductors following COVID,
and all sorts of problems that we needed to learn to manage. And that's really what this presentation is going to be about, is how did we manage these massive fluctuations in our supply and demand through thinking about our supply chain and through thinking about Tiger Graph, which we implemented at Jaguar Land Rover to a degree of success. Next slide, please. Fabulous. So I want to talk initially about conventional supply chain management. Historically, well, conventionally, supply chains are thought of just like that, very linear things where, you know, here's my little picture here. You start by digging something out of the ground, you know, you then take it maybe by train to a warehouse, to a boat, to a port, offload it into a vehicle. It gets to your factory, you do something with it, you turn it into something else, and then you deliver it to a customer somehow. And the supply chains have tended to be very linear up until the point when they get to your factory, and quite linear after that, right? Just one thing following another. Now, it's actually hard to get information about what happens up the supply chain. I know there are all sorts of things coming in now, particularly to do with sustainability, which allows you to see what is going on up the supply chain. But fundamentally, the incentives, no one's really got an incentive to share information in this, certainly not in order to share real information. If one of our suppliers didn't know if they were going to be able to supply us a part next month, the last person they would ever tell about that would be Jaguar Land Rover themselves, right? Because we'd perhaps find another supplier, right? No one really wants to share information, so that's hard. And so there's a degree of uncertainty in this supply chain. And the uncertainty has historically been dealt with through inventory buffers, right? So keeping enough inventory at each point. Effectively, every arrow, every orange arrow in this diagram has a little inventory buffer, where we keep enough stock so that if there is any problems upstream, that we'll still be able to operate downstream, and most importantly, to be able to operate our factory efficiently and smoothly with no interruptions, so that we work at capacity. That's how you deal with supply chain, through buffers, to inventory. But these ways of looking at things don't really work when the fluctuations are so large that you could never keep inventory to deal with them. When semiconductors, the semiconductor crisis happened, right? We couldn't have kept enough semiconductors to deal with the whole problem, right? When COVID happened and our entire factory in Serbia, or the factory providing us with wiring harnesses for our cars, shut down because 40% of the factory got COVID, that is not something we could have kept an inventory buffer for. So what do, right? And the thing that we noticed in my team at Jaguar Land Rover that led some of this response was that in traditional supply chain models, they largely ignore the one part of the system that you actually do control, which is your own factory, right? So instead of trying to think about how can we forecast demand and forecast supply better and try to approach this statistically, what can we do with our own options, what we can control within our factory, which allows us to respond better to what goes on around us? That's what we use the graph for, and it was worth tens of millions of pounds to us over a short period of time. We changed our approach to concentrate on what we could control, rather than trying to keep inventories to keep out the things we couldn't control. Next slide, please. Okay, so here's our first graph, right? This is a very simplified graph. I call it a total business graph here, rather than a supply chain. And in some sense, it has lots of elements of supply chain in there, and it's very simplified. So there's no logistics in there. You could put that in, that would be fine. There's all sorts of things that aren't in there, right? But let's simply think about our business as orders, right? And orders result in us producing products out of features, right? So features are either the things that the engineers say that we need to have in a car, but the customers don't notice, like, I don't know, the way the engine works or something like that, through to features they might choose, like what the color is and what kind of seats they have, maybe what kind of wheels there are, or if there's a sound system, that kind of thing. Those features are made out of parts
Those parts are provided by suppliers. And you can see I've ordered it hopefully nicely, so you can see that structure there, and you can see that you know, parts are combined into features, features combined into orders or products here, and some parts are shared between features, some parts are unique to features. Okay, and some parts, number of parts are supplied by a single supplier. Next slide, please. Okay, and now we're going to focus down onto a single order. I've just recolored some of it so you can see how a single order may have a number of features, a number of parts, a number of suppliers going into it, right? That's just to kind of, let's focus down on this one order. Next slide, please. Okay, so this is something that happened to us actually quite a lot at Jaguar Land Rover, and I think people involved in kind of complex, discrete manufacturing will see this, right? So here's an example. A supplier fails, right? So maybe the factory producing wiring harnesses in Serbia can't work because of COVID, right? A supplier fails. That's the red dot at the bottom. So the first thing to do is to say, okay, what orders, parts, and features are affected by this? You may be surprised that car companies don't find that very easy to do, because there's an incredibly high level of dependency between all of these things, right? That pretty much only a graph can do. And when we didn't have a graph, we couldn't really do it. It would take quite a long time to work out what orders, what customers and orders were affected if a part of our system failed. What were we no longer able to build? Well, you can see in this graph that you can trace upwards from the bright red dot and find that in fact we have two orders affected by this. Right. Interestingly, notice that while the third order, this one that's still orange, does have a supplier that's affected, because the part that was delivered by that supplier can also be delivered by another supplier, it is not overall affected by that. Right. It's insulated by that. And that, of course, is one of the things that supply chain people like to do, is to try and keep redundancy in there. Redundancy means more than one supplier in this case, so that if one goes wrong, you've got another. Okay, next slide, please. So what do we do about it? Okay, it gets a bit complicated here, but I'll talk you through it. And this is something we actually did, right? And to great effect. So the red dots haven't changed. But the question is, okay, so when the red dots change, we now have a bunch of parts that we're no longer using, because we can no longer build the whole product. So we've ordered the parts in, the suppliers that can supply parts are already supplying them, right? But we want to say, okay, what are we going to do with our factory with the time that we would have used to create the products we can no longer build, right? What are we going to do with our factory? There's now 2 spaces in that factory, 2 spaces in the build plan. What are we going to do with that? Well, let's build a different car, and let's work out what car we have in our order bank, right? What car is ordered that will use as many of the parts that we've already ordered as possible, as many of the features that we've already ordered as possible, right? But will not rely on the parts that come from the supplier that is no longer working for us, that's failed, right? Now, so what you do is you let's start with the supplier again. You go to the red supplier, you trace up to the orders you can't make. So that's what we did on the last slide. Okay, let's trace down again to the features that we can make but aren't needed for the cars that we're not building. So that's the features in the with the dotted circle around them, right? Okay, so what car could we make using those features? And we go up to what I've called the best alternative order there, right? And that then may have some other features that we still need to order, but it's the closest thing possible to what we were going to have to make. So now suddenly our factory can keep working, right? And it can keep working with the minimal change to our build plan. So factories don't like a change in the build plan. They like to be as continuous and as stable as possible. And what we've done is we've filled the gap with as minimal change, with as little change as possible, right? Now, you can then go down and find out whether the new parts you need can still be supplied, because you've got all sorts of supply constraints and volume discounts and all sorts of things, right? And you could perhaps ask yourself, not only what is the order that makes the least change, but the order that makes the least change and the most profit. Let's at least do something as profitable as possible. All these things can be
easily done by tracing up and down the graph. Now, another example of this was when we found that we could sell a whole load of cars of a higher specification in the US than we thought we could. Question is, how many of those higher specification and therefore higher margin cars could we make given the supplier constraints that we had? This was something that would have taken us about 3 weeks worth of iterative evaluation between our ERP systems, our PLM systems, and Excel spreadsheets, and all sorts of iterative investigation in our purchasing systems. Okay, so that's pretty cool, right? We were able to do something. As it happens, we were able to do it in about a couple of hours worth of work, and able to make a decision that we were able to make 850 more Range Rover Evokes than Land Rover Discoveries. That was going to probably improve our profit by about £5 million just with that one decision. And those decisions came again and again. Equally, sometimes it's the part that fails. So we had 1,500 tow bars delivered to our factory in Slovakia that failed, that weren't working, right? So the supplier could deliver them, but the parts didn't work. So what could we do quickly to replace in our build plan cars that were as close as possible to the cars that we had intended to build that had tow bars, but didn't include, but didn't need tow bars, right? And what other parts would they then need in order to do that? These are really tricky, calculations for a manufacturing company, but because you can trace up and down the graph so easily and search for patterns so easily in the graph, it's actually not hard to do once you have it in a graph shape. Okay, there are some extra little things at the bottom about things we've done. So thinking about risk mitigation rather than just what is the risk of something happening, what's the risk of it combined with our ability to mitigate it, makes a very different kind of picture. So I hope I've kind of got across that as a really big use case, right? These things happen again and again in manufacturing. And by concentrating on what you can control, rather than trying to mitigate for the things that you can't control, you give yourself a lot of ability to deal with big swings, big changes, the kind of uncertainty we're experiencing right now. Next slide, please. Yeah, so this is cool. This is a quality issue. So this is a different graph. You can see how things get complicated quite quickly. What we have here is a single product with a number of features, a number of parts. Those parts are provided by suppliers, combined by a process. That process is run by people, and the features themselves are designed by engineers. Now, I don't think it's quite right here. Probably engineers design parts. It doesn't really matter massively. What you can see is you've got a complex system. Now, go on to the next slide, please. When you ship a product to a customer, sometimes they go wrong. Jaguar Land Rover, that seemed to happen more than perhaps it should have done. And you tend to have the failures, right? The quality issues reported at a feature level. So my power steering doesn't work. My electric windows don't work. My it's making a funny noise in the right suspension, whatever it is. It's features where you report the problem, not at part level. But of course, just because a problem is reported in one part of the vehicle doesn't mean that that's the bit that's causing it, or even whether it's a part that's a problem at all. It could be a process. Maybe you have a person that isn't doing their job right. Maybe an engineer is engineering them incorrectly. So what happens when a feature is reported as being a problem? Okay, that's what this graph is about. And it's really important for Jaguar Land Rover. They spent over £1 billion a year in warranty. And that's nothing compared to probably the lost market opportunity of not having high enough quality in your cars. So how can you identify the root cause of a problem really quickly, right? Historically, people have used statistics for this, but that I think is, that's been a bit of a blunt weapon, right? You want to use statistics, but you want to really focus where you use your statistics in order to get the right result. Okay, so let's have a look at this picture. Again, the failure is the bright red dot. And the question is,
given what we know about our graph here, what's the most likely place to start looking for whether there's a problem? All right, and I've used a really simple rule of thumb here. You actually use more complex rules. I've just said, let's at least start looking amongst the nodes, the dots in this graph that contribute to that failure and can contribute to no other successes. In other words, if something's a problem, let's assume it'll be a problem in all the things it affects. So if, for example, you look at the engineer, that engineered the part that failed, do we think it's that engineer that's the problem? Well, maybe not in this case, because that engineer also engineered another part, another feature that seems to be fine, or at least has not had a failure reported yet. Okay, well, let's look at the parts going into that feature. There are two parts going into that feature, one which I've colored dark red and another which is still yellow, still orange. Well, why is it still orange? Well, because that part also goes into another feature, which is yet to fail. So if the part was a problem, and I know that we probably need to go statistical at the end of this, but I'm just using this as an example, right? If the part was a problem, it would affect both those features. So it probably isn't that part. But there is one part, the one that I've colored deep red, that only affects the feature that we've observed as wrong, right? So let's start looking there, right? And what's more, there's a supplier that the only thing it supplies is parts to that feature. As it happens, it's one part in this case. So maybe the supplier is the problem as well, right? And in fact, you can then go down and say the process, well, maybe the process is a problem or one of the people is a problem, but it's most likely to be that supplier in that part. Okay, next slide, please. Okay, we have a second observation. Two things have gone wrong with this product, right? We have feature one's gone wrong and feature two's gone wrong, right? Okay, so how does that change our picture? Well, if we use the same process as we used before, we actually want to find things that have contributed to both of these features going wrong, right? And you can see that the thing that's most likely to have caused that, well, it could be one of the parts, right? The one in the middle that I've colored deep red, but in fact it could easily also be the engineer, right? The engineer who's engineered both parts, maybe that engineer is doing something wrong, right? I guess the point of this is that when you start looking at things in terms of a graph, you can narrow down the set of things that could be a problem, right? You can narrow that down quite quickly in a way that it's really hard to do with just statistics, right? It was a really big use case for us. We cut 150, I think, million pounds off our warranty bill, not just by doing this, but this was part of it. Next slide, and it will become greater next year. Okay, I'm just going to try and be a little quick with this next one. This is a massive use case for, I think, for you, and it's about matching unmatchable data. At the core of everything is data, right? Of a lot of the decisions you're making, and yet I'm guessing that a number of you are in businesses where you have more than one legacy system, and within those systems you have data sets you can't really match up, fundamentally because the identifiers, the identifying numbers or whatever they are for each of the records don't match up, can't match up, right? And I want to show you how Graph works really cleverly to allow that to happen, and we've used that in JLR, and also Tygraph's done that at Ford and a number of other places. Okay, so we create a record, right? Press next one, please. Okay, cool. So when we create a record in Tygraph, we take the record from the data and we create an identifier and a bunch of nodes around it that store some information around that record. Okay, I don't think there's anything too controversial there. Now let's imagine that we create a second record from a different data set with a totally unmatchable identifier. That's the gray thing on the right. Okay, now what you can see is it looks like a pretty similar record, but the identifier is a kind of ABC instead of a 1, 2, 3. There's no way you could work out which was which from that.
But the way that the graph creates a new record is it doesn't attach the information London 1.4 meters 12 seconds red in this case, those fields. It doesn't attach them directly purely to the field that it comes with, like in a row of data. It goes out into the graph database and says, are there any other nodes called 1.4 meters? Are there any other nodes called London? Are there any other nodes called red? Are there any other nodes called 12 seconds? And if there are, it will automatically match into them, right? It won't create a new one. It'll automatically link into them. And you can see how suddenly a record that is totally unmatchable begins to be linked, right? Begins to be linked. Next slide, please. So what can we then do about that? You can see that we're kind of linked up, except that there's some mismatch up above to do with 5 kilograms and 12 seconds. There's obviously some kind of overlap, but not total overlap. Well, the trick is with a graph database that if you add a new identifier on top, right? These are new identifier 1 and new identifier 2 on top. This is a little trick. We add a new node. Next slide, please. And then when we say when there's a whole load of connections underneath those 2 new identifiers that are the same, so you'll have some kind of rule that says, well, there are 5 different subnodes here, you know, 5 kilograms, 1.4 meters, London, red, and 12 seconds, and 3 of those are connected. Well, maybe that's enough to connect it through. And of course, your data scientists will think of lots of cleverer ways of doing rules than just what I've used here. Then if there's a high number of connections or the highest number of connections in our data, let's connect the 2 new identifiers together. Okay, next slide. And we'll at the same time then break the links below, right? And merge the 2 new identifiers together. So whenever there's 2 new identifiers, or 3 or 4 or 5 new identifiers that we say are a match, we merge them all together and we break the links below. Next slide. And now let's reorganize it. What we found is a very, very simple and natural way of creating a single record out of 2 records without losing the initial identifiers. We've still got ID 1, 2, 3 and ID ABC, so we've got some lineage there. And now we have a single identifier that matches together. So the single identifier, a single object with all the information in there, right? And we haven't had to do, your data engineers would tell you that to do that would be would require quite a significant amount of logic to do that in a relational database, and yet it can do it without any logic really, or hardly any logic in a graph database because of the way the thing works. All right, that underpinned, I don't really have time for it because I guess we need Q&A at the end of this, but it underpinned our ability to look at the complexity of our business model, right? We were able to eliminate huge amounts of complexity using this approach, and we were also able to identify parts that were similar across, very, very similar across products that we were buying from the same supplier at different prices. And that allowed us to reduce the prices of our cars by about £400 or £500 a car, which is a very significant reduction from one single action. Ike, I think I'm out of time there. I'm sorry, I guess the time, yeah, don't click on from, you'll need to click on beyond my slides there. I guess we can provide the slides beyond that, but the mucking around at the beginning meant I ended up without time. I apologize. Okay. All right, thank you, Harry. Maintenant, on va passer à la conclusion, et en guise de conclusion, je voulais vous présenter quelle est notre démarche, comment on travaille aujourd'hui avec nos clients, parce qu'il y a véritablement 2 composantes dans ce qu'on apporte. Il y a bien entendu l'innovation au travers de notre solution et la façon dont elle change radicalement la donne sur la façon de connecter, la façon d'analyser les données. Et puis, il y a une deuxième priorité pour nous, c'est notre capacité à délivrer des résultats rapidement. Et ça passe toujours par un cas d'usage spécifique. Comme on le disait tout à l'heure, on n'est pas là pour remplacer vos systèmes existants, vos ERP, vos outils de reporting, mais on va venir améliorer
ce qui existe aujourd'hui au travers d'un cas d'usage particulier, spécifique, sur lequel aujourd'hui, dans votre supply chain, vous rencontrez une problématique. Ça peut être la fiabilité des dates de livraison, ça peut être la capacité à proposer des alternatives lorsqu'un produit vient à manquer, ça peut être une optimisation du plan de livraison, ça peut être d'analyser plus finement le risque fournisseur. Donc, on va toujours partir d'un cas d'usage particulier. On va réunir les équipes, s'assurer qu'il y a une bonne compréhension sur les apports du graphe, mettre bien entendu les sources de données, lier ces sources de données dans le graphe et arriver avec une application métier utilisable à la fois par les équipes métiers, les équipes data, les équipes de data scientists, qui vont permettre effectivement de couvrir spécifiquement ce besoin. Et puis à partir de là, voir comment, dans d'autres cas d'usage, vous pouvez tirer les bénéfices du graphe. Bon, il nous reste un petit peu de temps pour des questions. Yeah. Donc, première question à poser, Harry, it's a question for you, I guess. Okay. For your GLR project, have you considered buying an off-the-shelf solution instead of going with TigerGraph? So we had an off-the-shelf solution. We had E2 Open, and none of the off-the-shelf solutions can do what we could do with TigerGraph. They were all focused on thinking about the supply chain as a statistical problem rather than as a problem that we could manage directly. And they were all really unable to help with things like semiconductor crisis. Okay, great. Iker, une question pour toi sans doute. Quel est l'avantage de TigerGraph dans la construction d'un digital twin? Alors, l'avantage de TigerGraph, ça va être vraiment, d'une part, sa capacité à casser ses silos autour des données, à connecter ces différentes données, quelles que soient leurs sources, facilement, rapidement et de façon naturelle. Et une fois qu'on a constitué de façon élégante, de façon simple, ce digital twin, cette vision globale de l'ensemble de la supply chain, l'architecture massivement parallèle de TigerGraph est ce qui va faire la différence. C'est-à-dire que cette architecture va permettre ce que d'autres solutions ne permettaient pas, c'est-à-dire de mettre en place des analyses en temps réel sur des niveaux de profondeur très importants au niveau des données, mettre en place certains algorithmes qui sont disponibles dans TigerGraph pour, comme je disais tout à l'heure, voir quels sont les fournisseurs sur lesquels on est plus à risque, comment on peut optimiser le chemin, par exemple, des produits et arriver à des analyses qui, aujourd'hui, sont faites au travers d'outils de reporting classiques, au travers de fichiers Excel, au travers d'opérations manuelles, au travers de réunions aussi, et qui sont extrêmement consommateurs de temps, avec l'autre avantage du Digital Twin qui est l'aspect très flexible de la structure de données et la capacité de travailler avec des données qui sont fraîches. Parce que souvent, ce que nous disent les acteurs de supply chain, c'est qu'on fait des importations de données, mais très rapidement, ces données sont obsolètes pour en tirer des observations pertinentes. Merci, Iker. Harry, another question for you. So we assume you are a data warehouse within Jaguar Land Rover. So why did you think that the data warehouse couldn't solve what you were looking to accomplish? Great question. So a data warehouse stores data, but it stores data in, so we had a data warehouse, Google BigQuery. So we were storing in Parquet files on a Google Elastic platform of some kind. The truth is that if you're trying, every single arrow, every single edge that you saw, line that you saw in my diagrams it effectively would have been a join, right? Every single traversal you do between one node and another is a join in a relational database, right? So in order to do some of the things we needed to do, you'd probably need 20 or 30 joins
right? One after another. Now, the computational complexity of that is incredibly high, right? Because it's the number of records you've got to the power of the number of joins that you're doing, right? So imagine that we had, 5 million records and we wanted to do 10 joins one after another. That's 5 to the power of 10, right? That's essentially the computational complexity. Can't do it, just grinds to a halt. When you need to do lots and lots of traversal of edges, you simply can't do them in a relational database. It's pretty good. BigQuery is pretty good, but that's the whole thing underpinning this graph thing, is that if you want to do graph-like analytics, you need to have a graph-like data structure to do it. You can do very, very simple things on a relational database, although it's hard to code them. It's really hard to code them on a relational database, but they can just about work. But as soon as you do anything complex, the computational complexity is non-linear in relational databases, and it just shoots up incredibly fast. Okay, thanks, Harry. I think we have, on a une dernière question, peut-être, puisqu'on arrive à la fin de l'heure. Pour toi, Iker, peut-être, la question, c'est en combien de temps on peut mettre en œuvre un projet sur la base de Tiger Graph pour des problématiques de supply chain? Alors, ça va dépendre bien entendu du scope du projet, de la disponibilité des données, mais ce qu'on voit aujourd'hui avec nos clients, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur notre démarche, arriver sur un cas d'usage spécifique et arriver à des premiers résultats et une application de production finalisée sur un cas d'usage spécifique, on est sur des durées qui se comptent en semaines. Lorsque les équipes sont alignées, lorsqu'on a effectivement cette définition du cas d'usage bien particulière, on arrive à des résultats sur une première solution livrée, finalisée sur des données de production en l'espace de quelques semaines, avec bien entendu une montée en compétences des équipes auprès de nos clients et un accompagnement par les équipes de Tiger Graph. Et puis ensuite, ce qu'on constate, c'est que naturellement, lorsque nos clients voient les apports du graphe et lorsqu'ils appréhendent les concepts et la façon dont ils intègrent ça dans leur arsenal analytique, naturellement, d'autres projets viennent se créer autour du graphe. Mais pour répondre à la question, c'est quelque chose qui se met en place dans une durée de semaines, voire voilà, de 2 mois à peu près. C'est ce qu'on constate sur des cas d'usage bien spécifiques. Merci, Iker. So thank you, Harry. Thank you, Iker, for this Q&A session. Le webinaire s'achève. On est juste dans les temps. Dans ce webinaire, nous n'avons pas eu le temps de présenter des solutions que l'on aurait pu développer chez nos clients. Et ce sera l'objet, si cela vous intéresse, d'une prochaine réunion qu'on pourrait organiser avec vous, où l'on vous présenterait des réalisations et ce qui vous permettrait de mieux comprendre et de mieux appréhender comment on construit des solutions analytiques avancées autour des solutions de graphe. Donc, il me reste à vous remercier de votre participation, remercier les participants. Thank you, Harry. Thank you, Iker. Et vous donner rendez-vous pour un prochain rendez-vous, prochaine réunion où on pourra explorer vos projets. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.